Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Le S&P 500 est toujours bien enfoncé en territoire de correction et le Nasdaq est encore la proie d'un bear market. Tout le monde se demande quand ils reverront leur portefeuille d'investissement dans le vert. Je vous l'ai dit et je le répète, la souffrance en bourse va continuer tant et aussi longtemps que la Réserve fédérale américaine va poursuivre sur la voie du resserrement monétaire. D'ailleurs, Powell, en entrevue la semaine dernière, a répété que l'inflation est trop élevée aux États-Unis, que la Fed a l'intention de la ramener à sa cible de 2 et qu'elle a les outils pour le faire. Il l'a même dit, en faisant référence à la période inflationniste des années 70 et 80, que la leçon principale est que nous devons faire tout ce qui doit être fait afin de ramener l'inflation à 2 Ça indique la volonté claire de la Fed de resserrer sa politique monétaire pour vaincre l'inflation. Powell a même commencé à louanger Paul Volcker, ce qui envoie indirectement un message au marché que la Fed est prête ou affirme être prête à aller jusqu'à répéter les actions de Volcker pour ramener l'inflation sous contrôle. Par contre, tout ça ne peut se faire à coup nul. Ce que je vous dis depuis quelques vidéos, c'est que la Fed devrait resserrer sa politique monétaire en rehaussant son taux directeur et en amorçant le resserrement quantitatif jusqu'au moment où quelque chose brise sur les marchés financiers. Maintenant, qu'est-ce qui risque de briser? Que faut-il surveiller? C'est ce dont je vous parle dans cette vidéo. Par contre, avant de commencer, je dois vous parler du commanditaire de cette vidéo, InfoBref. Si vous voulez savoir à chaque jour, en quelques minutes, ce qui s'est passé d'important dans l'actualité québécoise comme à l'international et ce qui peut avoir un impact sur vos finances, j'ai un bon truc pour vous, les infolettres quotidiennes d'InfoBref. InfoBref vous donne l'essentiel des nouvelles économiques, politiques et technologiques en moins de 10 minutes par jour. Il suffit de vous inscrire à infobref.com et vous recevrez du lundi au vendredi une infolettre au réveil et une autre à 16 heures. Elle résume en quelques phrases les principaux événements à connaître dans l'actualité. C'est simple, clair, factuel, pertinent et très pratique. Ça peut vous donner des idées pour vos investissements et en plus, c'est gratuit. InfoBref est une nouvelle façon de s'informer. C'est parfaitement adapté aux gens qui travaillent et qui n'ont pas beaucoup de temps disponible pendant la semaine. J'en suis moi-même un fidèle lecteur. Je vous invite à les essayer. Inscrivez-vous gratuitement à infobref.com. Plusieurs pourraient penser que la Fed va réagir au marché boursier qui chute continuellement depuis le début de l'année. J'ai de mauvaises nouvelles pour vous, c'est fort peu probable. Pourquoi? Premièrement, parce que le tout se fait de façon plutôt ordonnée. La chute est progressive et il n'y a pas de problème de liquidité sur les marchés boursiers jusqu'à présent. On est loin de la débandade subie en mars 2020 où il y avait clairement de gros problèmes de liquidité. Deuxièmement, la Fed se réconforte d'une certaine façon en voyant les prix des actifs boursiers chuter. C'est un des objectifs non avoués du resserrement de la politique monétaire. La perte de valeur de ces actifs, parfois largement surévalués, vient appuyer la Fed dans son combat contre l'inflation en créant un effet de richesse inversé. Lorsque le prix des actions de votre portefeuille d'investissement monte, vous vous sentez financièrement plus solide, vous vous sentez plus riche, ce qui peut vous amener à consommer davantage. Inversement, lorsque le prix des actions de votre portefeuille chute, vous vous sentez moins riche, ce qui peut participer à réduire votre consommation. C'est justement ce que cherche à faire la Fed, soit réduire la demande dans l'économie et la chute du prix des actifs boursiers y participe. Donc, si on cherche à savoir ce qui risque de briser, il faut regarder ailleurs que du côté des actions d'entreprise. En fait, ce qui fondamentalement affecte l'économie, les marchés boursiers et qui risque de briser, c'est le marché du crédit, c'est-à-dire celui des obligations corporatives et gouvernementales. C'est ce que vous devez suivre pour savoir quand la Fed va faire un 180 degrés et stopper son plan de redressement de sa politique monétaire. Le coût du crédit sur les marchés est fonction du taux directeur de la Réserve fédérale américaine. Ce taux affecte la courbe de rendement, soit l'intérêt payé sur les obligations américaines dont l'intérêt varie en fonction du risque lié à la durée. Le taux d'intérêt sur un Treasury Bill devrait normalement être plus faible que celui sur un Treasury Bond d'une maturité de 30 ans. C'est ce qui explique la pente ascendante de la courbe de rendement. Par contre, le taux directeur de la Fed n'affecte pas seulement la courbe de rendement des obligations américaines, mais aussi le coût de la dette émise par les entreprises. Étant donné que les obligations américaines représentent l'étalon zéro risque dans le système financier, toute dette émise verra son risque calculé par rapport au taux d'intérêt qu'accorde une obligation américaine de maturité similaire. Pourquoi la dette américaine est considérée zéro risque? Parce que les États-Unis n'ont jamais fait faillite et se sont engagés à toujours honorer leur dette. Pour la dette corporative, les investisseurs attribuent une cote de risque
à chaque entreprise et ajuste l'intérêt demandé sur la dette en fonction de celle-ci. Les cotes sont déterminées par les agences de cotation comme Moody's et S&P. Plus la lettre est élevée, meilleure est la cote et plus faible est le risque associé à l'entreprise. À l'inverse, plus la lettre est basse, plus faible est la cote et plus élevé est le risque associé à l'entreprise. C'est un concept assez simple. C'est pas différent que votre carte de crédit lorsque vous vous rendez à la banque pour avoir un prêt. Plus elle est élevée, plus l'intérêt que vous aurez à payer sur votre prêt sera faible et plus elle est basse, plus l'intérêt que vous aurez à payer sur votre prêt sera élevé. Dans le cas des entreprises, un peu comme pour les particuliers, ces cotes sont attribuées en fonction de la qualité du bilan de l'entreprise, de la récurrence de ses flux financiers, de la croissance de ses revenus, de la solidité de ses marges de profit, etc. Plus une entreprise est jugée risquée, plus l'intérêt sur sa dette sera élevé, ce qui veut dire que plus il coûtera cher à cette entreprise pour se financer. Généralement, les entreprises sont classées dans deux paniers distincts, soit celles qui détiennent une cote investissement et les autres qu'on appelle dans le jargon les junk bonds ou obligations spéculatives. Par exemple, Apple est classé AA+, ce qui est tout près de la meilleure cote possible. En conséquence, l'entreprise bénéficie d'un faible taux d'intérêt sur sa dette étant donné qu'elle est jugée peu risquée. Lorsqu'Apple émet de la dette, on s'attend à ce que celle-ci puisse la rembourser sans aucun problème. Pour cette raison, la majorité des investisseurs sont prêts à prêter du capital financier à Apple, et ce, à faible coût. L'écart entre l'obligation émise par Apple et l'équivalent zéro risque émis par le gouvernement américain est faible. Par exemple, une obligation 20 ans d'Apple se transige à un taux d'intérêt de 4,3 % actuellement. L'équivalent américain, soit une obligation gouvernementale 20 ans, se transige à 3,3 %. Donc, les investisseurs ont une prime au risque de seulement 100 points de base en achetant la dette d'Apple par rapport à celle du gouvernement américain. Toutefois, plus on descend dans l'échelle de risque, plus cet écart est élevé. Par exemple, l'entreprise de salle de cinéma AMC est cotée CC- par S&P. En d'autres mots, l'agence de cotation juge l'entreprise en difficulté, ce qui potentiellement met en péril le remboursement de sa dette. Pour cette raison, tout investisseur qui prête du capital financier à cette entreprise va exiger un taux d'intérêt élevé pour pallier aux risques auxquels il fait face. C'est la même raison qui explique pourquoi les taux d'intérêt dans les endroits comme InstaCheck sont aberrants. Le propriétaire prête à des gens qui sont peu fiables financièrement parlant. De peur de ne pas revoir son argent, il ne peut qu'exiger une compensation élevée correspondant au risque qu'il prend en accordant le prêt. Dans le cas d'AMC, une obligation 5 ans se transige à un taux d'intérêt de 19,75 % actuellement. L'équivalent américain, soit une obligation gouvernementale 5 ans, se transige à 2,83 %. Donc, les investisseurs ont une prime au risque d'environ 1700 points de base ou 17 % en achetant la dette d'AMC par rapport à celle du gouvernement américain. Vous remarquez que la dette initiale a été émise à 6,1 %, mais qu'elle s'échange présentement à 19 %. Qu'est-ce qui explique ça? D'une part, l'entreprise peut être en difficulté financière depuis l'émission de l'obligation. Si les investisseurs anticipent une faillite, il y aura plus de vendeurs que d'acheteurs pour cette obligation, ce qui fera augmenter son taux d'intérêt. Les investisseurs étant prêts à l'acheter le feront en étant compensés seulement par un taux d'intérêt jugé adéquat pour le risque encouru. Une autre explication peut être que l'étalon zéro risque sur lequel est basé l'établissement du taux d'intérêt pour toute dette dans le système financier américain augmente. C'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement avec la Fed qui augmente son taux directeur. Étant donné que l'intérêt sur l'étalon zéro risque augmente, le taux d'intérêt de toutes les dettes augmente. Les investisseurs réévaluent la prime au risque de chaque entreprise et exigent un taux d'intérêt plus élevé, donc un prix plus bas pour les obligations échangées sur le marché secondaire. Cependant, l'ajustement n'est pas linéaire. Si la Fed augmente son taux directeur de 50 points de base, les investisseurs ne vont pas exiger 50 points de base supplémentaires sur la dette d'Apple ou d'AMC. L'ajustement est plutôt exponentiel. Plus la Fed augmente son taux directeur, plus la prime au risque demandé sur les obligations corporatives va être élevée. La raison est bien simple. Plus l'intérêt sur l'étalon zéro risque est élevé, plus les finances des entreprises sont à risque. Les coûts d'emprunt des entreprises augmentent, leurs marges de profit sont compressées et leur capacité d'emprunt diminue. Donc, plus les finances des entreprises sont à risque, plus l'intérêt exigé sur leur dette va être élevé. Le problème de coûts de financement plus élevés n'affecte pas les entreprises à court terme.
Par exemple, dans le cas d'AMC, l'entreprise ne paye pas 19 % d'intérêt sur sa dette. Elle continue à payer le 6,1 % garanti à l'émission de l'obligation. Par contre, à long terme, lorsque l'entreprise va vouloir refinancer sa dette ou lever des fonds supplémentaires pour soutenir ses opérations, elle risque d'avoir de gros problèmes car ses coûts de financement ont littéralement explosé. Présentement, l'entreprise ne pourrait emprunter qu'à des taux d'intérêt dans les 2 chiffres, tout dépendant de la maturité des obligations émises. Entre vous et moi, il est impossible qu'une entreprise comme AMC puisse honorer une dette dont l'intérêt est de 15 ou 20 % comme elle se transige sur le marché secondaire actuellement. Malheureusement, AMC n'est qu'un exemple parmi d'autres. Ayant profité d'un environnement où le crédit était abordable pendant une dizaine d'années, des centaines d'entreprises vont devoir faire face à un coût du crédit qui explose. L'enjeu est double. D'abord, il est possible qu'elle ne puisse même pas emprunter à des taux raisonnables, ce qui pourrait créer un enjeu de liquidité sur le marché du crédit. Puis si le marché devient illiquide, que la dette émise ne trouve pas preneur, un risque de solvabilité pourrait émaner. En d'autres mots, ces entreprises endettées incapables de refinancer leurs dettes à coût raisonnable pour soutenir leurs opérations pourraient faire faillite. Qui dit faillite dit mise à pied et dit récession. Où se trouve le point de rupture? Difficile à dire. Toutefois, on peut utiliser le dernier cycle de hausse du taux directeur de la Fed comme point de référence. En décembre 2018, au moment où les marchés boursiers étaient en chute de près de 20 %, l'intérêt sur les obligations spéculatives a atteint 7,9 % et celui sur les obligations cotées investissement 4,8 %. Parallèlement, le taux d'intérêt des obligations américaines 10 ans a atteint 3,2 % et le taux directeur de la Fed 2,25 %. Lorsqu'on a atteint ce niveau, les marchés ont commencé à briser, ce qui a forcé la Fed à faire marche arrière en stoppant son resserrement monétaire. Actuellement, nous sommes presque au même endroit où nous étions fin 2018. Le S&P 500 est en chute de près de 20 %, l'intérêt sur les obligations spéculatives a atteint 7,5 % et celui sur les obligations cotées investissement 4,7 %. Le taux d'intérêt des obligations américaines 10 ans a atteint 3,1 % et le taux directeur de la Fed à 1 % devrait être à 2 % d'ici juillet. Le hic, c'est que même si nous sommes pratiquement au même endroit en termes de taux d'intérêt, le niveau de dette dans l'économie a fortement augmenté. Plus le niveau de dette d'un individu, d'une entreprise ou d'un gouvernement est élevé, moins il peut tolérer des taux d'intérêt élevés. Or, la dette des entreprises américaines au 4e trimestre de 2018 était de 9 665 milliards. Elle est maintenant de 11 650 milliards, soit une augmentation de 20,5 %. La dette fédérale américaine était d'environ 22 000 milliards. Elle est maintenant de 30 000 milliards, une augmentation de 36 %. À un certain point, le système ne pourra plus fonctionner en raison d'un coût du crédit trop élevé. Lorsqu'on profite de bas taux d'intérêt pour s'endetter, on peut facilement se retrouver sous l'eau lorsque vient le temps de refinancer notre dette et que les taux d'intérêt ont monté substantiellement. Lorsque c'est tout le système financier qui est trop endetté, la hausse des taux d'intérêt devient un risque systémique. À un certain point, les acteurs financiers ne peuvent plus fonctionner lorsque le crédit devient inaccessible, considérant la montagne de dettes accumulées et les coûts importants pour la supporter. Quand ça arrive, un engrenage dans le système économique et financier finit par se briser. La liquidité sur le marché s'évapore, la panique s'installe et tous accourent vers la porte de sortie, poussant la Fed à intervenir pour éviter un effondrement du système, comme ce fut le cas en 2018. Si vous voulez mon avis, ce point de rupture approche et c'est le marché du crédit qui nous indiquera quand celui-ci aura été atteint. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire votre opinion sur ce qui risque de briser dans le système financier. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.